Donc, je vais juste commencer l'enregistrement. Je partage mon écran. Et ok, est-ce que vous voyez bien mon écran en train de charger? C'est bon? Ouais. Oui, Ok, super. Donc, on va parler d'adaptation au changement climatique. Euh, Comment est-ce qu'on va faire quand on fait une présentation? J'aime bien poser des questions très simples. En fait, c'est des questions de base qu'on se poserait et essayer d'y répondre simplement. C'est quoi l'adaptation? À quoi, enfin, on doit s'adapter très bien, mais à quoi? Comment on fait pour s'adapter et concrètement, où est-ce qu'on en est. Donc voilà, cette formation, c'est plus un état des lieux de moi où j'en suis dans ma réflexion, de ce que j'ai appris, etc., de ce que je me suis renseignée. C'est pas du tout exhaustif, c'est vraiment, il y a plein de trucs que je ne connais pas. S'il y a des trucs que vous connaissez, n'hésitez pas à nous les partager, n'hésitez pas à prendre la parole. Si vous avez des questions aussi, sentez-vous libre de les poser. Voilà, l'idée c'est aussi que ce soit un échange. Et du coup, on va commencer avec l'adaptation, à essayer de la définir. Et avant ça, il faut commencer par définir la notion de risque climatique. Un risque climatique, ça va passer par la définition de trois notions. Je suis désolée, là, ça va être à peine théorique pour les 2 slides à venir, mais ça va bien se passer. Un risque, c'est prendre en compte un aléa, prendre en compte l'exposition et la vulnérabilité. Alors, quand on parle d'aléa, c'est quoi? Ça va être un phénomène ou une tendance physique qui va potentiellement entraîner des pertes et des dommages, que ce soit matériel ou que ce soit humain. Alors, pourquoi est-ce qu'on distingue phénomène ou tendance physique pour un risque climatique? Quand on parle de phénomène, on va faire référence à un phénomène extrême, donc par exemple à une canicule, à un cyclone, à une sécheresse. Et quand on parle de tendance physique, ça va être cette idée d'un phénomène qui va augmenter progressivement. Donc, on fait plutôt référence à l'augmentation de la température au fur et à mesure des années, l'augmentation de la température de l'eau aussi, par exemple. Donc ça, c'est notre aléa, c'est concrètement qu'est-ce qui va nous poser problème d'un point de vue physique, d'un point de vue météorologique, etc. L'exposition, c'est dire, bah, ce problème, il va arriver, par exemple, en Île-de-France. Bah, est-ce qu'on a des populations en Île-de-France? Quel genre de population on a? Est-ce qu'on a des infrastructures? Quel genre d'infrastructures? Donc, en fait, c'est essayer de déterminer qui peut être affecté potentiellement, quel genre d'infrastructure, quel genre de population. On pourrait avoir un cyclone, mais si c'est en plein milieu de l'océan ou alors si c'est au-dessus d'une petite île, d'un petit état insulaire, ça n'a rien à voir et notre risque climatique ne va pas du tout être le même. Et ensuite, on a la vulnérabilité, ça va être la propension de notre système à subir des effets néfastes. Donc, autrement dit, on a tel aléa, par exemple, on a une sécheresse qui va être au-dessus de telle région en France. Bah, est-ce que notre système il est vulnérable ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il est préparé à ça? Est-ce qu'il a un plan pour faire face à la sécheresse? Est-ce qu'il a des récoltes qui sont adaptées aux périodes de sécheresse? Est-ce qu'il a une population qui est informée sur les pratiques qu'il faut avoir en termes de sécheresse, etc. Et tout ça, ça va permettre de déterminer à quel point, en fait, un système, quel qu'il soit, il est vulnérable ou non au risque climatique. C'est un petit peu théorique. On va essayer de voir des choses plus concrètes juste après. Mais donc ça nous permet de définir ce que c'est un risque climatique. Il faut savoir que là, les trois définitions que je vous ai données, ça s'applique à tous les risques naturels, climatiques ou non. C'est ce qu'on utilise aussi classiquement pour les tsunamis, pour les séismes, pour les tremblements de terre, etc. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est des notions qu'on a toujours utilisées, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus mis en avant avec justement le changement climatique, avec les risques climatiques qui sont de plus en plus présents. Et donc, on arrive enfin sur l'adaptation. L'adaptation, en fait, l'idée, c'est de dire, bah, on a un risque climatique et nous, on va essayer de réduire ce risque climatique. Et l'adaptation, ça va être essayer de réduire notre exposition et réduire notre vulnérabilité. Et comment est-ce qu'on définit en opposition l'atténuation? L'atténuation, l'idée, ça va être de jouer directement sur les aléas en réduisant le nombre d'aléas. Comment est-ce qu'on fait? On va réduire le changement climatique, donc on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et donc finalement on atténue, ça c'est de l'atténuation. Donc en fait, il faut se dire, le cercle aléa, c'est relatif à l'atténuation, et les cercles exposition et vulnérabilité, c'est relatif à l'adaptation. Voilà.
Et on a une dernière notion, c'est la notion de résilience, qui est beaucoup utilisée pour tout ce qui est risque climatique, mais qu'on va utiliser en période de crise, qu'on va utiliser en période de guerre. C'est quand il arrive un truc vraiment pas cool, bah, quelle est en fait la capacité de notre système à faire face à ça et surtout à retrouver son niveau précédent de vie, ses conditions de vie, à quel point on est capable de faire face à ça. Ok, ça c'était les notions un petit peu théoriques, mais en gros, nous, là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on réduit notre exposition et comment est-ce qu'on réduit notre vulnérabilité. Euh, Avant toute chose, très important de se dire qu'il est possible de s'adapter au changement climatique, mais il n'est pas possible de s'adapter à n'importe quel niveau de changement climatique. Ça, c'est très, très important. Tout ça, là, tout ce dont on va parler, c'est possible dans une certaine mesure pour un certain niveau de réchauffement, pour un certain niveau de changement climatique. Il existe donc des limites à l'adaptation. On va en distinguer deux. On va distinguer les limites souples, c'est-à-dire bah, là tout de suite on ne peut pas s'adapter parce que on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas la volonté politique, parce qu'on n'a pas la technologie qui nous est accessible, parce qu'on n'a pas les connaissances scientifiques. Donc il est encore possible. Et il y a vraiment ce qu'on appelle les limites dures. Il n'y a pas d'adaptation possible pour éviter des risques qui sont intolérables. Et là, on bascule dans tout ce qui est perte des préjudices quand on va au-delà de là. Donc, très important d'avoir ça en tête. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est le fait que très souvent, on va travailler, on va distinguer les risques climatiques les uns des autres, on va distinguer même les risques les uns des autres. C'est-à-dire qu'on va travailler seulement avec le risque climatique de la sécheresse, ou alors seulement avec la canicule, ou alors seulement avec les inondations, mais en réalité, tous ces risques-là, il faut savoir qu'ils vont venir s'additionner les uns les autres et il existe plein d'interconnexions entre tous les risques. Par exemple, si on est en période de grande chaleur, de grande sécheresse, on va potentiellement avoir plus de maladies infectieuses, on va avoir plus de problèmes de santé, donc on va diminuer les capacités de travail, on va diminuer nos revenus, on va diminuer l'accès à l'alimentation parce que on a des capacités de travail qui sont moindres, mais aussi parce que la chaleur, la sécheresse, bien évidemment, ça va venir impacter nos récoltes, ça va diminuer les rendements, ça va diminuer la qualité de tous nos aliments. Donc, il faut vraiment avoir cette idée en tête de, on a des risques et ces risques-là, ils peuvent agir en cascade. On peut avoir cet effet domino de base, on a seulement un risque et il va venir en entraîner plein plein d'autres. Euh, et dernière chose à prendre en compte, c'est le fait que les capacités d'adaptation, elles sont pas les mêmes pour tout le monde, selon la classe, selon le genre, selon l'âge, selon plein de paramètres. Selon où on se place sur l'échiquier social, on va plus ou moins être vulnérable au changement climatique et on a plus ou moins des capacités et des possibilités de s'adapter. Et ça, encore une fois, c'est le même discours que pour tout ce qui est en termes d'atténuation. Les personnes qui peuvent le plus facilement agir, le plus facilement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est celles qui polluent le plus, ça va être les plus riches, etc. Ben, encore une fois, les plus riches, ils vont être assez peu vulnérables au changement climatique parce qu'ils auront toujours, dans tous les cas, la possibilité de se payer la quantité d'eau nécessaire, de se payer la quantité de nourriture nécessaire, de se payer la clim, par exemple, ou alors d'isoler leur maison, etc. Donc, il faut aussi avoir en tête cette dimension de, on a une grosse question de justice climatique et de justice sociale quand on parle d'adaptation au changement climatique. Ok, ça c'était pour la toute première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis pas sûre de voir les chats, mais voilà. Maintenant, on a vu, on doit s'adapter, très bien, mais à quoi concrètement? Alors l'idée, c'est pas de faire une liste de il faut s'adapter à ça, 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 ça. Je pense que on l'a bien vu en France ces dernières années. On a une vision très française et très France métropolitaine. On l'a bien vu. On fait face à plein de risques climatiques qui ont plein de conséquences. Globalement, on est très vulnérable. Juste pour présenter rapidement ce à quoi on est vulnérable et quels sont les aléas globalement qui nous menacent. On a en termes de tendance physique qui constitue un aléa, on a l'augmentation progressive de la température. Et donc là, sur cette petite infographie, on le voit que
Les climats vont progressivement changer. Paris aura le climat de Montpellier. Tout ça, ça va avoir des conséquences sur les modes de vie, ça va avoir des conséquences sur les cultures, sur nos habitations, etc., etc. Euh, Autre chose, ici, on a plein de trucs différents. L'élévation du niveau marin, ça, c'est un aléa auquel on va devoir faire face et auquel on fait déjà face, en fait. L'augmentation des sécheresses, c'est un aléa auquel on fait face. L'augmentation des nuits tropicales, c'est un aléa auquel on fait face. Euh, il en existe de plein de sortes. Encore une fois, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus, ça fait un petit peu lisse. La dernière carte sur laquelle on peut vraiment s'attarder, c'est celle-là que j'avais vue il y a 2 ou 3 ans et qui, moi, vraiment m'avait fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Ça, c'était sorti dans une équipe de recherche française qui avait publié cette carte-là. Les records en période de canicule à partir de 2050, ça peut être ça. Donc même la Bretagne, qu'on estime un petit peu comme la région la plus protégée du changement climatique, on atteint du 48 degrés et on peut atteindre jusqu'à du 55 degrés. Et donc, quand on atteint 55 degrés, même si c'est un jour, 5 jours, 10 jours dans l'année, ça va poser tout un tas de questions. Il va y avoir plein de conséquences là-dessus. Comment est-ce qu'on se déplace? Parce qu'on l'a vu, mais en période de canicule, bah, les rails des trains vont se déformer et les trains vont pas être capables de circuler. Pareil pour les routes, rien que ça devient en fait dangereux de prendre la voiture parce qu'il fait trop chaud. Se déplacer en vélo, pareil, c'est dangereux. Se déplacer à pied, c'est dangereux. Enfin, comment on se déplace avec de telles chaleurs? Comment est-ce que le pays continue à fonctionner, comment est-ce qu'on continue à assurer l'école, comment est-ce qu'on continue à assurer les soins s'il fait de telles températures, comment, si il fait tellement chaud, bien évidemment, il va y avoir des conséquences sanitaires, donc comment est-ce que les hôpitaux sont préparés à accueillir un supplément de personnes en vague de chaleur dans des infrastructures qui sont pas adaptées. Spoiler, pour l'instant, on n'a pas forcément de grosses préparations là-dessus et c'est très inquiétant. Comment est-ce que l'on va continuer à assurer en fait nos approvisionnements, que ce soit tout simplement en termes de nourriture, enfin, comment est-ce qu'on continue les livraisons sans menacer la santé des gens, sans menacer en fait tout notre équilibre et toute notre société. Ça va poser plein de questions et il est absolument urgent de répondre à ces questions-là, de comment on fait face à ce genre de situation. Si jamais ça vous intéresse, ici, il y a plein d'outils qui existent en fait pour de nous-mêmes aller regarder c'est quoi les aléas auxquels on a à faire face à différentes échelles. Donc, on a notamment l'atlas du GIEC qui permet de regarder par grosse échelle. Et donc, c'est hyper bien fait. Vous pouvez choisir est-ce que vous voulez regarder la température, le nombre de jours de pluie, le nombre de jours de neige, quel scénario de réchauffement vous voulez. Est-ce que vous considérez qu'on va beaucoup se réchauffer ou alors ça va, on va réussir à le limiter, à quelle période. Il y a aussi le CCKP, donc le truc à droite, qui permet de regarder pays par pays très précisément, avec plein d'informations, qui permet de regarder même région par région. Euh, Ces outils-là, aujourd'hui, c'est très important d'en disposer. C'est aujourd'hui une très grosse question. En fait, les collectivités territoriales, les acteurs et actrices, quels qu'ils soient, dans le privé, dans le public, ont vraiment besoin de ces outils-là pour se dire bah, concrètement, on s'adapte à quoi. Il y a un besoin de connaissances très précis là-dessus. Euh, c'est un très très gros enjeu. Donc, il y a ces deux-là, et il y a aussi, à l'échelle française, il y a des outils faits par Météo France qui sont très bien aussi. Il y a aussi Batadapt, c'est pour voir à quel point les bâtiments sont adaptés ou non au changement climatique. Notamment les derniers étés, vous avez sûrement entendu parler du retrait-gonflement des argiles. Donc en période de sécheresse, les argiles vont se rétracter, ce qui va entraîner en fait une perturbation des bâtiments qui sont construits sur les argiles, qui peut entraîner de très nombreuses fissures, de très nombreux problèmes en fait de stabilisation du bâtiment et ça concerne, il me semble, plus de 10 millions de maisons en France. Enfin, le chiffre est absolument énorme. Ça pose de grosses questions. Vous pouvez regarder vous-même si votre maison, votre école ou quoi que ce soit est susceptible de subir ce genre de phénomène. Et voilà, il y a plein de ressources. En vrai, c'est hyper intéressant. Je vous invite à aller regarder tout ça. Et donc, tout à l'heure, je vous ai dit effectivement que ça allait impacter tout en fait, enfin, quand il fait 51 degrés en période de canicule, ça va impacter nos modes de vie, notre système, absolument tout. Ça va impacter notre forêt.
ça va impacter les stations de ski, ça, on va en reparler un petit peu après, ça va impacter les écoles, ça va impacter les outre-mer. Aussi dans cette formation, juste pour préciser, du coup, il y a une vision très métropolitaine et ce serait une des choses à creuser par la suite, d'essayer de mieux comprendre les problématiques des outre-mer pour vraiment avoir une vision très inclusive de la France. J'avoue que moi, du coup, dans mon stage, c'était très France métropolitaine parce que c'était le genre de mission qu'on était susceptible d'avoir, mais aussi avoir ça en tête que les outre-mer sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Si vous voulez avoir plein de représentations différentes de l'adaptation et des questions que ça pose, les risques climatiques auxquels on va devoir faire face, il y a justement cette série du Monde qui a été réalisée l'année dernière sur l'adaptation et donc il y a plein de dossiers qui sont très bien faits et qui permettent de mieux se présenter quelles questions ça va poser. Je vous ai parlé du retrait gonflement des argiles. Donc là, on a une photo de la maison, d'une maison, de ce que ça peut entraîner en termes de fissures, en termes de déstabilisation du bâti. Il faut savoir que les questions de risque climatique, aujourd'hui, ça pose des grosses questions en termes d'assurance, par exemple. C'est un truc auquel on pense pas forcément, mais aujourd'hui, la question se pose réellement de est-ce qu'on va être capable de continuer à assurer la France face aux risques climatiques actuels qui ne cessent d'augmenter? On estimait par an environ que le coût de l'assurance des risques naturels, il était de 13 milliards environ entre 89 et 2009. Selon les projections, on serait plutôt sur du 43 milliards entre 2020 et 2050. C'est absolument faux. Je vous invite à lire une partie de cette étude-là, donc qui est en bas à droite, qui a été faite par France Assureur. Et donc, eux, ils sont appuyés sur des modèles climatiques vraiment très carrés, très précis. Il y a une préface de Jean Jouzel, enfin, c'est vraiment très solide le travail qu'ils ont fait pour vraiment évaluer, avec le réchauffement actuel, combien ça va nous coûter. Est-ce qu'on peut vraiment continuer à payer tout ça? C'est une grosse question et il faut savoir que déjà dans certaines régions des États-Unis et de l'Australie, il y a certaines assurances qui refusent de prendre de nouveaux clients tellement en fait la situation est catastrophique et qu'ils savent très bien qu'ils n'arriveront pas à tout financer s'ils prennent de nouveaux clients en plus. Donc c'est déjà une question en fait à certains endroits. Et donc déjà il y a 8 ans, le PDG d'AXA avait dit que un monde à plus de degrés, ça peut encore être assurable, mais on met un peu encore, c'est pas garanti à 100%, mais à partir d'un certain réchauffement, 4 degrés, on sait très bien que ça ne l'est pas, et ça va aboutir à des situations dramatiques de personnes qui vont faire face à des risques climatiques et qui n'auront absolument aucun soutien de la part du privé ou de la part du public. Juste pour vous montrer à quel autre endroit ça peut impacter finalement notre vie quotidienne, les risques climatiques. Tout simplement sur la pratique du sport, WWF a fait une étude là-dessus. En fait, hein, s'il y a plus de canicules, ça va réduire le nombre de jours de pratique du sport possible. Et donc ça, on se dit, ok, bon, on va peut-être aller courir 10 jours de moins dans l'année. Mais en réalité, c'est typiquement un exemple de problème en cascade. Les personnes peuvent moins pratiquer le sport, ça va poser un problème finalement sanitaire. Euh, dégradation de la santé mentale et à la fois de la santé physique. Et donc, dégradation de la santé mentale et physique, ça va entraîner des problèmes dans les hôpitaux, etc., etc. Donc, c'est absolument pas anodin et on est vraiment sur cette dynamique de problème en cascade. Donc voilà. Là, on a vu à quoi on devait s'adapter et on a vu que la question de l'adaptation, en fait, elle se posait absolument partout, qu'il fallait la prendre en compte dans absolument toutes les sphères euh, de la vie quotidienne, si l'on peut dire. La question, c'est comment est-ce qu'on s'adapte? Là, on a vu plein d'exemples de trucs pas cool. Comment est-ce qu'on fait justement pour faire face à tout ça? Comment est-ce qu'on réduit notre exposition et notre vulnérabilité? Alors, encore une fois, désolé, on va commencer avec des trucs à peine théoriques et ensuite on va passer sur un cas concret pour vraiment illustrer comment ça se passe. Mais on estime qu'on peut s'adapter de trois manières. On a soit l'adaptation incrémentale, soit l'adaptation systémique, soit l'adaptation transformative. L'adaptation, on va prendre l'exemple de la sécheresse, il me semble que c'est l'exemple qui est pris ici. Une adaptation incrémentale, ce serait quoi? Ce serait de dire, on constate qu'il y a de plus en plus de canicules et de sécheresse, c'est compliqué pour l'agriculture.
peut-être qu'on va modifier un petit peu nos périodes de récolte, ou alors on va gérer notre eau différemment, on va plus arroser, on va par exemple créer des méga-bassines, on va faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on remet pas du tout en question le système actuel, on va chercher à maintenir notre système à n'importe quel prix en faisant des petits ajustements ponctuels. Ensuite, on a l'adaptation systémique. On va avoir beaucoup plus une vision justement de notre système, une vision beaucoup plus large. On va se dire, bon, peut-être qu'on pourrait essayer de cultiver quelque chose d'autre. Peut-être pas essayer de garder du maïs à tout prix qui va consommer énormément d'eau, alors qu'on est en période de sécheresse très régulièrement. Et ensuite, on a l'adaptation transformative. Là, c'est vraiment c'est vraiment repenser complètement notre agriculture. Est-ce que on veut forcément maintenir l'agriculture dans telle zone géographique? Est-ce qu'on pourrait pas repenser notre manière de cultiver? Est-ce qu'on pourrait pas passer de la monoculture à plusieurs cultures en même temps? Alors, là, on est sur des définitions très théoriques. Je vous avoue que la différence entre adaptation systémique et adaptation transformative, c'est un peu compliqué parfois à percevoir et vraiment à toucher du doigt. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est la différence entre incrémentale et transformative. Aujourd'hui, en fait, on observe qu'on fait beaucoup d'adaptations incrémentales et très peu d'adaptations transformatives. Il faut pas diaboliser l'adaptation incrémentale. On en a besoin. Enfin, il nous faut des réponses immédiates tout de suite parce qu'on a déjà des problèmes. Mais il faut toujours viser l'adaptation transformative parce qu'on ne peut pas maintenir le système tel quel. L'exemple par excellence, c'est l'agriculture. On ne peut pas maintenir à tout prix notre système agricole tel qu'il est, où on va surexploiter, où on va consommer de l'eau à outrance, etc. Il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce que l'on veut vraiment cultiver, pourquoi, avec quelles pratiques, etc. Et donc ça suppose de transformer notre système en entier. Et pour l'instant, le constat, c'est que effectivement, on fait beaucoup d'incrémental et très peu de transformatif, et c'est un peu une des grandes batailles, notamment à l'échelle internationale, de pousser pour le transformatif. Euh, Là, c'est un exemple, par exemple, en cas de vague de chaleur. On peut avoir des réactions donc réactives. Pardon, on peut faire des ajustements réactifs, c'est-à-dire que si on a une vague de chaleur, ben, on peut fournir à la population des ventilateurs, on peut arroser, on peut mettre des brumisateurs. On va faire des petits ajustements locaux. Effectivement, la situation est un tout petit peu mieux, mais on est d'accord que c'est pas viable sur le long terme. Et c'est vraiment, on a ce problème, on réagit tout de suite après. On peut avoir une autre stratégie de se dire, bah, on va essayer d'anticiper un petit peu, on va essayer de mettre des plans canicules, des retenues d'eau, on va essayer de mieux prévoir pour pas juste réagir, être en réaction face à un truc. Et ensuite, on peut transformer notre système. On peut faire des transformations incrémentales, par exemple, se dire, bon, ben, on a vu que dans les maisons de retraite, il faisait super chaud en période de canicule, que c'est des populations qui sont particulièrement vulnérables de par leur âge et de par leurs conditions de santé. Donc, on va aménager une pièce réfléchie en maison de retraite, ce qui serait déjà un très bon début. Là, par exemple, c'est le genre d'exemple de, bah, on en a besoin, c'est nécessaire, il faut le faire tout de suite. Donc, l'adaptation incrémentale, on en a besoin. Mais dans le long terme, il faut qu'on pense à, bah, quand on construit nos bâtiments, il faut absolument qu'on les isole et il faut qu'on pense à la fois au confort d'hiver et à la fois au confort d'été d'un point de vue thermique. Il faut qu'on repense tout notre urbanisme, il faut qu'on change nos cultures, etc. Donc, en fait, là, on le voit quand il y a un problème, une vague de chaleur, il y a plein de manières différentes de réagir et il y a des manières qui vont nous permettre d'avoir un système qui soit plus ou moins viable selon le long terme. Donc, très important d'avoir toujours en tête cette idée de long terme, de bah, ok, peut-être que ça marche une fois, mais est-ce que ça va marcher l'été prochain? Et est-ce que ça va marcher quand on aura des sécheresses pendant 8 ans d'affilée? Euh, pour s'adapter, il y a plein de leviers différents possibles. Le premier à activer et qui est vraiment le plus facile, c'est d'informer et de sensibiliser. euh, Déjà informer, sensibiliser à l'adaptation au changement climatique et ensuite sensibiliser risque climatique par risque climatique, sensibiliser à l'érosion du littoral, aux canicules, aux vagues de chaleur, quels sont les comportements à adopter.
Développer des systèmes d'observation, c'est-à-dire, c'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a vraiment une question sur les outils en termes d'adaptation. Il faut qu'on soit capable d'observer correctement nos aléas, d'observer correctement notre vulnérabilité, notre exposition, d'avoir tous ces outils-là. Ça, c'est un gros enjeu. On peut aussi mettre en place des solutions fondées sur la nature, par exemple en cas d'inondation. Est-ce que si on a une ville qui est vulnérable à l'inondation, est-ce qu'on va construire un grand mur pour tout simplement arrêter l'eau quand elle arrive? Ou alors est-ce qu'on va essayer de planter certaines espèces en bordure pour essayer de créer des barrages naturels? Pareil dans les champs, pareil un peu partout en fait dans le territoire pour faire face aux inondations. Il y a plein de choses où tout simplement si on mise sur la biodiversité, si on plante des arbres ou alors des espèces en particulier, je suis vraiment pas une experte, mais il existe plein de choses dans ce domaine-là. Et ensuite, il y a repenser nos infrastructures physiques. C'est absolument impensable, et malgré tout c'est le cas, de construire un bâtiment aujourd'hui sans prendre en compte tous les risques climatiques qui existent, le retrait-gonflement des argiles, les canicules, etc., les sécheresses. Donc il y a vraiment une question sur comment est-ce qu'on repense nos infrastructures, mais donc là je vous ai parlé de bâtiments, mais c'est également le cas pour les routes, c'est également le cas pour les écoles, pour les hôpitaux, pour absolument tout. Et ensuite on a des instruments financiers. Ça, me posez pas trop de questions, je sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas il faut des fonds nécessaires. Ça revient à la question des assureurs. On a besoin d'avoir des fonds nécessaires pour faire face à ce genre de situation, etc. Euh, Petit point sur l'adaptation et l'atténuation. Quels sont les liens entre les deux? L'adaptation, on la nomme très souvent comme le parent pauvre du changement climatique. En effet, elle a très longtemps été délaissée, on l'a très longtemps pas pris en compte et on le voit bien, c'est toujours l'atténuation, l'atténuation, l'atténuation et l'adaptation, ça commence ces années vraiment à être un sujet qui émerge, mais qui est vraiment beaucoup plus en retard. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer le déni d'adaptation qui s'est fait très longtemps. Déjà, ça a nécessité en fait de reconnaître le changement climatique. Dans les années 90-2000, c'était déjà un premier pas compliqué, on va dire, de reconnaître les conséquences du changement climatique et de reconnaître qu'en fait, tout le monde allait y faire face. Il y a eu aussi longtemps dans les sociétés occidentales le truc de se dire, non, de toute façon, c'est pour les générations futures, non, c'est pour les pays du Sud, non, c'est pas pour nous. En réalité, là, les derniers étés, notamment en France, on se rend bien compte, en fait, que le souci, la question de l'adaptation, elle nous concerne très fortement. Il y a eu aussi beaucoup dans les espaces de négociation internationale, au sein des COP, une peur, en fait, que ce soit un prétexte pour les gouvernements de pas faire de l'atténuation, en disant, vu qu'on va s'adapter, on s'en fiche, hein, on va arrêter de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, allez, on met tout sur l'adaptation. Et ça, bien évidemment, c'est pas du tout le message à faire passer, que les deux sont complémentaires. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce et qu'on fait pas de l'un sans l'autre. Et il y a toujours cette idée de s'adapter, c'est abandonner la bataille climatique. Encore une fois, c'est de dire, on a échoué, on n'a pas réussi. Euh, Aujourd'hui, il faut se dire, on doit mettre les deux au même niveau. On peut pas se permettre de mettre seulement l'un ou seulement l'autre ou quoi que ce soit. Il faut vraiment prendre en compte les deux. Et donc, deux petits trucs. L'adaptation et l'atténuation sont les deux phases d'une même pièce. Et l'adaptation et l'atténuation doivent toujours être pensées ensemble, même si c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'adaptation et l'atténuation, elles reposent sur deux échelles très différentes. Quand on parle d'atténuation, on va souvent penser en fait à l'échelle globale, parce que quand on va émettre un gaz à effet de serre, bien évidemment, il va pas rester au-dessus de notre petite tête, il va pas se balader au-dessus de nous comme un film. Il va partir dans l'atmosphère et il va se mélanger. Et l'émission de gaz à effet de serre, ça va avoir des conséquences pour la planète en entier. Alors que l'adaptation, ça va être ultra local. Quand on va rénover une école, ça va concerner les élèves de une seule école, de un seul endroit, ça va être ultra précis. Et en fait, les bienfaits de l'adaptation, c'est ultra local et globalement, il y a plein de gens qui vont dire oui, mais en fait, l'adaptation, enfin, si elle se fait dans un autre pays, moi, ça me concerne vraiment, vraiment pas pour le coup. Donc, il y a aussi cette échelle-là, c'est cette question d'échelle, donc il faut toujours prendre en compte les deux
ensemble, en même temps. Euh, et on va détailler un petit peu plus pourquoi il existe de nombreuses synergies entre l'atténuation et l'adaptation. Si on ne fait pas l'un, si on fait l'un mais sans prendre en compte l'autre, on va avoir des conséquences très importantes. Ça, je n'ai pas forcément détaillé, mais si jamais ça vous intéresse, il y avait un article en sciences sociales qui était trop chouette et qui expliquait comment est-ce que l'adaptation avait été prise en compte au fur et à mesure du GIEC et au fur et à mesure des COP. Et c'est très intéressant de voir en fait l'évolution de la prise en compte de ça. Au début, on a beaucoup parlé d'adaptation incrémentale. Il a fallu attendre le 5e rapport, donc en 2014, on parle réellement d'adaptation transformative. Donc, on voit effectivement qu'il y a un travail à faire vraiment derrière ça. Et même en fait, dans le tout premier rapport, la notion d'adaptation, elle était présente que partiellement, de manière ponctuelle et pas réellement dans le détail. Et même si on regarde en fait le titre, les grands groupes de travail du GIEC, il y en a 3 pour rappel. Et en fait, dans le premier rapport, il n'y avait pas de truc dédié à l'adaptation. Il n'y avait pas de groupe de travail dédié à l'adaptation. Et c'est seulement à partir du 3e rapport que l'adaptation a réellement eu un groupe de travail qui lui est entièrement dédié. Et voilà. Et ça, c'est l'évolution des définitions aussi, très intéressant, mais on va pas s'attarder. Ok, question pour vous. Là, on va parler de synergie entre l'atténuation et l'adaptation. Là, je vous ai mis plein d'images. La question, c'est quoi le point commun entre ces images? Alors, on a la clim, des méga-bassines, on a des canons à neige, on a une barrière qui doit contenir des inondations visiblement trop petites. Du coup, Edwige, Bah, après, c'était bien désolé, mais c'est de la, enfin, de la maladaptation. Après, je connais pas vraiment la définition, mais c'est enfin, de l'adaptation qui en fait qui renforce le problème, notamment parce que, bah, enfin, que ce soit avoir une clim ou des canons à neige, ça nécessite de l'énergie qui est probablement fossile, au moins un tout petit peu, et donc c'est pas vraiment une bonne solution, quoi, de façon très normative. oui, parfait. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, c'est effectivement la maladaptation. La maladaptation, c'est on va essayer de s'adapter, mais en réalité, on va venir renforcer le problème, euh, soit en augmentant en fait nos émissions de gaz à effet de serre, et donc on augmente le changement climatique, et donc on va devoir s'adapter encore plus, soit en transférant la vulnérabilité sur un autre groupe de personnes, soit en utilisant inefficacement les ressources. Ça, c'est l'exemple typique de on va utiliser la clim. Donc, on utilise beaucoup d'argent, on utilise des ressources au lieu d'investir directement dans l'isolation. Ça peut être une réduction de la marge d'adaptation future, ça peut être une erreur de calibrage. Erreur de calibrage, ça peut être l'exemple de bah, on va construire un mur pour faire face aux inondations, mais ce mur, en fait, il va être trop petit. Exemple typique. Donc, il y a plusieurs types de maladaptation. Et donc, là, ce que je vous propose, on va prendre un petit peu de temps pour parler de la transition climatique des stations de ski. C'est un exemple très intéressant. Et on va voir que la transition climatique des stations de ski, ça peut être l'exemple typique euh, de la maladaptation, ou au contraire, ça peut être vraiment l'occasion de dire, bah, ok, on a un problème, on va essayer de construire un futur désirable pour tous et toutes. Donc, juste pour rappel, les stations de ski sont de plus en plus vulnérables au changement climatique de manière générale. Elles font face à une réduction de la couverture neigeuse et de l'épaisseur de la neige. Donc, globalement, on a de moins en moins de neige. Et une des super solutions qui a été trouvée, c'est la neige de culture. La neige de culture, ça fonctionne comment? C'est on va stocker de l'eau quand on en a, donc notamment l'été, et ensuite on va utiliser la petite machine que vous voyez à droite pour projeter cette eau. Euh, Quand il fait -1, -2 degrés, on va ajouter un petit produit chimique et ça va nous faire de la neige. Et donc ça également, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc ça consomme beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie. C'est une solution qui est de plus en plus développée. Important de savoir que Météo France dit que la neige de culture, ça permet de garder notre système tel quel si on couvre 45% de nos stations de ski avec, et si le réchauffement planétaire est inférieur à 2 degrés.
Mais au-delà, enfin, la neige de culture, elle peut absolument pas compenser l'absence de neige. Alors, si on fait un petit bingo de la maladaptation sur nos canons à neige, est-ce qu'on a un transfert de vulnérabilité, selon vous? Pour rappel, les canons à neige, ça nécessite de stocker de l'eau, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau l'été. Et ce stock d'eau, en fait, c'est de l'eau qui va pas être utilisée pour les agriculteurs et les agricultrices. Donc, eux vont être vulnérables l'été en période de canicule et en période de sécheresse. Et pareil, c'est de l'eau qui va pas être disponible pour les habitants et les habitantes. Donc, on a clairement un transfert de vulnérabilité sur d'autres personnes. Utilisation inefficace des ressources, est-ce qu'on a ça? Bah, on consomme beaucoup d'énergie, on consomme beaucoup d'eau pour au final une solution, on voit qui marche pas trop. Est-ce qu'on réduit la marge d'adaptation pour les générations futures? Oui, carrément, parce que c'est des investissements qui sont très lourds, qui sont très coûteux, et tous les investissements qui ne sont pas faits maintenant pour vraiment transformer le système, bah, ça réduit effectivement la marge d'adaptation pour les générations futures. Erreur de calibrage, je vois pas forcément d'argument pour dire qu'on a une erreur de calibrage, sauf si on était de très mauvaise foi et qu'on disait ah ben il faut encore plus de canons à neige. Mais voilà. Donc ça c'est notre petit bingo. Juste, Oui, juste une vas-y, question. oui. Est-ce que le fait de dire que la couverture est pas suffisante, ce serait une erreur de calibrage ou pas? Enfin, j'ai pas compris. Genre, le fait de dire, ben, en fait, il y a pas, genre, c'est pas suffisant pour répondre au problème. Est-ce que c'est ça une erreur de calibrage ou est-ce que... Et là, Alors on est dans une situation où c'est suffisant ou pas? on pourrait dire que c'est une erreur de calibrage, euh, mais à titre personnel, si on dit que c'est une erreur de calibrage, ça veut dire que la solution est bonne, mais que elle n'est pas suffisamment implantée. Sauf qu'on a vu qu'elle remplissait d'autres cases et que ça restait malgré tout une mauvaise solution. Donc effectivement, ce serait une erreur de calibrage, mais c'est peut-être pas l'idéal de le présenter comme ça. Je sais pas si c'est clair. Ouais, ok. Du coup, c'est pas le truc, Ok. enfin, c'est pas le reproche le plus important déjà qu'on peut faire. Ouais, Enfin, en c'est soi. ça. ça. Ok. Ça peut venir Merci. dans la liste, mais ça doit pas être l'argument principal. Ok. Euh, Merci. Ensuite, petit best-of des autres solutions qui ont été proposées par les stations de ski, c'est importer de la neige par hélicoptère. Quelle bonne idée, il en manque, on va tout simplement utiliser un hélicoptère qui consomme un max d'énergie pour en apporter. Nickel. On va étendre les domaines skiables en altitude, c'est-à-dire que si avant la station elle était à 1400, ben, on va construire des nouvelles pistes et on va monter à 1500 mètres d'altitude. Ça paraît, c'est un transfert de vulnérabilité pour les générations futures parce que, bah, en fait, enfin, 1500 mètres, c'est pas très loin. Et si on attend 10 ans, 20 ans, bah, 1500 mètres, ce sera aussi vulnérable. Et c'est une réduction de la marge d'adaptation parce que c'est des investissements qui sont ultra lourds et qui vraiment endettent les stations de ski pour des décennies, alors qu'en fait, enfin, dans 20 ans, exactement le même problème va se poser, même pas peut-être 20 ans, même 10 ans. Donc voilà, on a plein de possibilités. Et si on continue juste sur ce graphique-là, ça, c'est un graphique qui est extrait du rapport. euh, D'ailleurs, il n'y a pas la source, désolée, je la rajouterai, mais c'était un rapport qui est fait par toutes les stations de ski tous les ans pour faire un petit peu le bilan, voir comment ça se passe. Et donc là, on voit leurs investissements. Et donc, les stations de ski, elles investissent énormément dans les remontées mécaniques, dans la neige de culture, dans la retenue d'eau pour la neige de culture, pour entretenir les remontées mécaniques. Donc, on va vraiment continuer à maintenir en fait le ski de descente tel qu'on le connaît. Et on va investir de plus en plus, bien qu'on voit que ce soit de moins en moins fiable comme situation. Et donc, ça pose de gros problèmes de se dire, mais en fait, enfin, là, ce qu'on est en train de faire, on sait scientifiquement que c'est pas fiable, que ça va pas être rentable, que, enfin, on va droit vers le mur. Là, c'est typiquement l'exemple d'une adaptation incrémentale où on veut à tout prix garder notre système, on veut à tout prix s'accrocher à notre système tel qu'on le connaît, alors que, en réalité, on sait très bien que notre système de base, en fait, il est pas viable.
Et le petit bonus du chef dans ce rapport, c'est on annonce une neutralité carbone des domaines skiables à l'horizon 2037. On voit bien que investir dans la neige de culture, dans les remontées mécaniques, qui sont des trucs qui consomment énormément d'énergie, c'est absolument incompatible avec une neutralité carbone. Et en plus de ça, les entreprises, les collectivités territoriales, les produits n'ont pas le droit d'être annoncés comme neutres en carbone. On peut participer, on peut contribuer à la neutralité carbone, mais on ne peut pas être neutre en carbone. Fondamentalement, ça n'a aucun sens. Ça véhicule une idée fausse. Ça véhicule une idée que, en fait, il suffit juste de compenser toutes ces émissions et c'est bon. Donc, vraiment, ce rapport-là, c'était le bingo des trucs à ne pas faire en matière de communication, en matière de stratégie environnementale, etc. Donc voilà, on a un exemple de stratégies d'adaptation qui sont incrémentales, qui sont de la maladaptation et qui s'accrochent à tout prix à leur système tel quel. Maintenant, on va faire un petit pas de côté et on va prendre comme exemple la station de Métadier, qui, elle, en revanche, a réellement mis en place une stratégie d'adaptation transformationnelle. Vous saurez que j'habite juste à côté de Métadier et donc j'aime beaucoup cet endroit. Voilà, très important pour moi, je suis trop contente d'en parler. Mais donc, Métadier, j'ai mis une petite carte, vous voyez le petit point, donc c'est juste à côté de la Suisse. C'est une station de moyenne montagne qui est située dans les montagnes du Jura, donc c'est une altitude entre 900 à 1400 mètres. C'est une petite station, c'est vraiment le petit truc familial qui a toujours existé. Et étant donné que c'est en moyenne altitude, ça fait déjà des années que ils et elles subissent en fait la réduction de l'enneigement, qu'il y a de moins en moins de neige, que ça devient ultra compliqué pour eux et pour elles. Et globalement, la neige pour eux, ça va être fini. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'effectivement, d'ici 2030-2035, ils auraient plus de neige. Même pas la question de ah, on peut maintenir avec des neiges de culture. Non, il n'y a plus de neige, leur activité, elle ne peut pas être maintenue. Et donc, il y a eu une décision historique en 2022 par la station de ski de Métabier de mettre fin en fait à la pratique du ski alpin d'elle-même, de vraiment anticiper cette transition et de faire une transition de la station vers des activités de pratique sportive dans la montagne toujours, mais qui soient plus du tout centrées autour du ski alpin et qui même à terme n'aient plus de ski alpin. Et donc, c'est déjà très courageux. Enfin, c'est très rare ce genre de démarche et il y a une démarche très intéressante qui a été faite. Ils ont produit un petit livrable pour juste dire, bah regardez, nous on a fait comme ça, on a eu tel problème, telle réflexion. Peut-être que ça peut aider les autres stations de ski. Bien évidemment, chaque station a une situation très particulière. Encore une fois, l'adaptation c'est très local et les situations ne sont pas les mêmes partout, mais ça peut donner des éléments de réponse. Et l'idée, c'est juste de parcourir un petit peu ce rapport et d'expliquer par quoi ils et elles sont passés pour arriver à une vraie transition et à changer complètement leur système. Alors tout d'abord, ce qui a été fait, c'est juste essayer de s'approprier les connaissances en interne. Donc c'est-à-dire, ok, on voit qu'il y a moins de neige, on voit qu'il y a un problème, on va essayer de faire une vraie démarche d'apprentissage, de réflexion. C'est quoi le changement climatique? Pourquoi est-ce qu'on a moins de neige? Ok, et maintenant on va essayer de regarder avec les données en libre accès dont je vous ai parlé tout à l'heure, globalement, est-ce que nous, on aura encore de la neige? Et donc eux, en interne de leur côté, ils arrivent à un constat. D'ici 2035, il n'y aura plus assez de neige pour leur station de ski. On est d'accord, il faut se projeter un peu à Métabier. C'est des gens, c'est toute leur vie, c'est toute leur activité économique, c'était l'activité économique de leurs grands-parents, de leurs parents, pour eux, ce qu'ils espèrent pour leurs enfants. Avoir ce constat-là pour ce genre de population, c'est ultra dur, c'est ultra compliqué. On peut penser ce qu'on veut du ski, mais pour eux, enfin, c'est vraiment toute leur vie. Donc, avoir ce constat-là, c'est très dur. Et c'est pour ça aussi que c'est important que ça passe par une expertise interne parce que ça leur permet de se l'approprier, de vraiment, eux, comprendre d'où ça vient et pas que ce soit un truc top-down qui leur tombe dessus de nulle part. Et donc ça, ensuite, ça a été complété par une expertise externe, par Météo France, par l'INRAE, donc qui, elles, ont fait appel à des chercheurs et des chercheuses pour vraiment compléter tout ça. Et donc, effectivement, un constat, eh bien, 2030-2035, c'est fini, ce sera plus possible.
Et donc là, pour eux, c'est vraiment un constat très dur. Et en fait, pour eux, c'est vraiment faire le deuil du ski. Ça peut sembler bizarre pour des gens qui n'avont pas du tout ce mode de vie, mais pour eux, c'est un vrai deuil, en fait, ce truc-là. Et ils en parlent très bien dans le rapport en disant, en fait, on est passé par toutes les phases du deuil, on est passé par la colère, par la tristesse, par le déni, puis par l'acceptation. Et en fait, ce qui a été très dur, c'est, on le sait, les gens ne gèrent pas le deuil de la même manière. Et donc, en fait, on devait travailler alors qu'il y a des gens qui étaient dans la phase de déni, alors qu'il y a des gens qui étaient en colère, il y a des gens qui avaient déjà accepté, il y a des gens qui étaient tristes. Et donc ça, c'est hyper important à prendre en compte. Il faut juste le savoir, c'est dur, et c'est pourquoi c'est aussi dur, en fait, de faire une transition, et notamment ce genre de transition-là. Et ils ont cette phrase que je trouve vraiment très chouette. Tout changement suscite de la crainte, de la colère, voire de l'angoisse. Et donc, pour surmonter ce choc-là, il faut appréhender les fondements d'un nouveau modèle. Donc, eux, au lieu de se dire, on va rester à tout prix concentré sur, on va maintenir le ski, on va maintenir le ski, non, non, on reste dans le déni, c'est trop bien, on va maintenir le ski, on va faire plein de bénéfices. Dans tous les cas, c'était pas possible. Ils se sont dit, OK, on va réfléchir à la suite. Donc, ils ont réuni tous les gens de la station de ski et ils ont organisé des espaces de discussion. Ils ont réuni aussi les acteurs et les actrices locaux, donc les collectivités territoriales, les entreprises, les habitants, et on organise des espaces de discussion et on prend le compte de réfléchir à qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est le ski qui est important ou est-ce que en fait nos valeurs à nous, en réalité, c'est la montagne parce que c'est ça ce qu'on aime au fond. Est-ce que c'est le partage, l'inclusivité, est-ce que c'est le sport, est-ce que c'est la protection de l'environnement? Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était tout ça qui était réellement important et pas tant le ski. Et à partir de ces valeurs-là, ils ont construit un nouveau récit. Ils ont dit, bon, bah, nous, on va organiser une transition qui va être en fait tournée vers l'inclusivité, vers le sport. Donc, on va créer en fait un lieu de pratique du sport où on va pouvoir faire du vélo, on va pouvoir faire de la randonnée, on va pouvoir faire de la course, du trail, on va faire plein de choses. On va aussi mettre à disposition plein d'infrastructures pour les personnes à mobilité réduite parce qu'on veut que les stations elles soient inclusives, enfin vraiment genre plein de trucs que je trouve vraiment trop trop chouette. Et en fait, prendre le temps de discuter des valeurs communes et prendre le temps de construire un nouveau récit, ça a eu plein d'effets positifs parce que actuellement, les parties prenantes sont toutes incluses et sont toutes motivées par ce projet-là. Tout le monde va en fait dans cette direction-là. Il y a même plein de nouvelles initiatives qui ont émergé. Il y a des gens qui ont dit ah ben en fait c'est trop bien, venez maintenant à partir de maintenant on fait une course de trail et tous les ans à Métadie on va avoir cette nouvelle course. Bah c'est trop chouette et c'est des nouvelles opportunités. En tout cas, il y a vraiment plein de choses qui sont développées là-dedans et ça se passe très bien en fait. Euh, Qu'est-ce qui s'est fait aussi? Il y a la question de l'emploi, qui est une grosse question. Bien évidemment, il y a des gens qui travaillaient à la station de ski. Il y a des emplois qui vont pouvoir être gardés, mais il y en a d'autres, ça va être plus compliqué. Et en fait, ce qu'ils ont mis en place, c'est à partir du moment où ils ont fait le constat que 2030-2035, le ski, c'était fini. Ils ont travaillé un à un avec tous les employés. Ils ont fait des points RH pour dire, bon, bah, on en est là. Qu'est-ce que tu peux faire? Quel genre de travail tu pourrais avoir? Ils ont fait des partenariats avec des établissements de formation. Ils ont proposé d'autres formations à leurs employés. Et ce qui est hyper important de prendre en compte, c'est que, en fait, il y a plein de gens qui s'imaginent que ça va être des énormes transitions qui vont passer de mécanicien à boucher, enfin des métiers qui n'ont rien à voir. Alors qu'en réalité, ça suppose, par exemple, un mécanicien dans une station de ski, il suffit d'un micro-module de formation. On parle de micro-formation, donc ça peut être une formation d'une semaine, pour lui donner des compétences pour qu'il soit toujours mécanicien, mais dans un autre domaine. Je voudrais pas donner d'exemple parce que je suis vraiment pas experte, mais j'imagine qu'il peut être mécanicien dans d'autres infrastructures, dans des industries, dans des centrales nucléaires, dans des choses comme ça. Et donc en fait, c'est fondamentalement le même métier appliqué à quelque chose de différent. Si vous voulez creuser cette question, il y a le podcast de Valeurs humaines avec Dominique Méda qui parlait de cette notion de micro-formation. C'est très intéressant. Et la dernière chose, c'est tout ce qui est en termes d'innovation. Et en fait, la décision qui a été prise, c'est de maintenir le ski de descente jusqu'à 2030 parce que malgré tout, faire une transition, ça nécessite des investissements et il faut en fait une source de revenus. Donc jusqu'à 2030, on maintient le ski. Mais en fait, maintenir le ski, ça nécessite de maintenir les infrastructures et la station Métadie a fait face à une question de, OK, on a 4 poteaux de télésiège qui ont un problème.
en temps classique, on les aurait remplacés, ça coûte 10 millions d'euros, c'est un investissement hyper lourd pour les décennies à venir. Mais est-ce que ça a un sens de faire ça, sachant que c'est un investissement hyper lourd et qu'on a besoin d'investir autrement? Et en fait, en partant de ce constat-là, ils ont développé un tout nouveau système qui permettait de surveiller en détail les poteaux des télésièges pour vraiment identifier qu'est-ce qui était défaillant et changer uniquement le truc défaillant. Et il me semble que ça leur a coûté seulement 3 millions au lieu de 10 millions, enfin quelque chose comme ça. Et que bah, les 7 millions qui n'ont pas été mobilisés pour maintenir à tout prix le système, c'est de l'argent qui a pu être mis pour la transition. Donc on voit vraiment aussi que ce genre de situation, ça laisse libre cours à l'innovation et qu'au final, bah, c'est une opportunité en fait de développer de nouveaux systèmes, de réfléchir et qu'il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Il n'y avait pas que la solution remplacer à tout prix les poteaux à 10 millions. Donc voilà pour l'exemple sur la transition climatique des stations de ski. Globalement, en fait, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est une question en fait de récit, c'est une question d'acceptabilité, c'est une question de démarche. Bien évidemment, il faut pas presser les gens, il faut pas les pousser. Mais quand ça vient d'eux-mêmes, il y a des choses vraiment trop chouettes qui peuvent être faites. Et en fait, une fois qu'on a construit et même co-construit un récit fédérateur auquel tout le monde adhère, bah, finalement, ça se passe plutôt bien. Bien évidemment, j'imagine que je grossis les traits et que dans la réalité, peut-être que, il y a des gens qui diraient pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, il y a une transition qui est viable et qui est possible. Euh, il y a un autre exemple de maladaptation, c'est les méga bassins. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais vous avez la slide si jamais vous voulez. Et donc, petit point important, l'adaptation au final, c'est quoi? C'est une question de bataille de récit, de se projeter. En fait, comment est-ce qu'on va vivre d'ici à 2050 si on s'adapte ou alors si on s'adapte pas. Et donc aujourd'hui, il y a un besoin urgent en fait de construire des récits derrière ça. C'est ce qu'a fait en partie le cabinet de conseil DL Evolution, qui a écrit en fait des petites histoires courtes sur l'agriculture, sur les stations de ski justement, sur les tempêtes, etc. et se projeter en disant bon bah on est dans une France à 2050, on s'est adapté, ou alors on s'est pas adapté, à quoi ressemble la vie? Et en fait, ces récits et ces imaginaires-là, ils sont essentiels pour participer à la réflexion. J'ai pas tout lu de ces histoires, mais vraiment, je vous invite à le faire. Enfin, les deux que j'ai lus, ça m'a fait beaucoup réfléchir, c'est vraiment très chouette. Donc, c'est des questions très importantes et c'est un volet de l'adaptation qui, à mon sens, est très important à prendre en compte. Et donc, juste pour finir sur cette partie-là, ça, c'est une infographie du GIEC qui nous rappelle à très juste titre, qu'on est dans une fenêtre qui permet la résilience face au changement climatique ou qui ne la permet pas. On a plein de choix sociétaux à faire et que selon les choix que l'on va faire, ben, on va être dans un système résilient. Il y aura des canicules, il y aura des sécheresses, on aura des problèmes, bien évidemment, il faut pas se leurrer, mais ça va pas détruire notre système et notre système va réussir à faire face à ce truc-là, ou au contraire non. Et donc c'est hyper important de se dire que là, on a une fenêtre de tir de choix sociétaux très important à faire et à faire correctement. Et donc, on passe à la dernière partie. Oui, vas-y. Juste la fenêtre temporelle, un petit peu, elle est considérée à aller où là? Pardon. On a jusqu'à combien de temps, en fait, selon le GIEC, pour avoir cette fenêtre? Est-ce que c'est Alors, jusqu'en je n'ai 2100? pas, dans mes souvenirs, il ne me semble pas qu'il donnait de date très précise. Je sais qu'il parlait beaucoup de 2030 parce que c'est la date à laquelle il doit faire le point sur les objectifs de développement durable, si je ne dis pas de Ok, bêtises, et qu'il disait d'ici à 2030, il faut vraiment qu'on ait fait les bons choix. Mais je sais pas. Honnêtement, je relirai dans le rapport s'il y a un truc et je regarderai. Mais voilà. d'accord, ça marche. Désolée de pas savoir plus en Non, détail. non, très bien. Et donc, on en est où en matière d'adaptation? Là, on va parler à l'échelle internationale et à l'échelle française. Alors, tout d'abord, on va montrer ça. Qu'est-ce que c'est? C'est les Adaptation Gap Reports. C'est des rapports qui sont faits tous les ans par le Programme environnement des Nations Unies. Et juste, si on regarde en fait les couvertures, les couvertures des rapports. Les titres sont de plus en plus alarmants, les couvertures sont de plus en plus alarmantes.
Enfin, vraiment, moi, quand je les ai vus, j'avais l'impression de voir un film Marvel où c'est la fin du monde et on doit absolument agir et on doit absolument faire un truc et il n'y a pas de solution. Et c'est globalement ça. Enfin, le dernier rapport, il est très alarmant. Le dernier rapport, il nous dit quoi? Il nous dit que globalement, il nous faudrait 10 à 18 fois plus d'argent pour financer l'adaptation à l'échelle mondiale. Et ça, c'est seulement pour cette décennie, parce que les coûts d'adaptation, ils augmentent pour chaque décennie et ils vont exploser à terme. Aujourd'hui, le déficit d'adaptation, donc c'est-à-dire combien d'argent il nous manque, il est entre 194 et 366 milliards de dollars, mais les années d'après, il explose et il me semble qu'à d'ici 2050, on arrive à plus de 1000 milliards de dollars. C'est absolument énorme. Et donc là, il y a une grosse question de, il est absolument urgent de financer l'adaptation au changement climatique. C'est une énorme question. Si on fait un petit point avec les COP, qu'est-ce qui se passe au niveau des négo-climats, parce que c'est quand même le cœur du métier chez les GIEC. On se rappelle, l'accord de Paris, il y a 3 objectifs. Un objectif d'atténuation, un d'adaptation et un de finance. L'objectif en matière d'adaptation, c'est ce qu'on appelle le Global Goal on Adaptation. L'objectif mondial en matière d'adaptation, surnommé le GGA pour les geeks de l'adaptation. Il y a 3 objectifs du GGA. Il y a augmenter les capacités d'adaptation, renforcer la résilience et réduire la vulnérabilité. Sauf que, on est d'accord, moi, quand je vous ai présenté ces 3 notions-là, je vous ai dit, oulala, c'est ultra théorique, enfin, on va faire des trucs plus concrets. Et là, en fait, c'est la question qui se pose en ce moment dans les COP de, OK, on a donné cet objectif-là, mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on met derrière? Comment on sait si on y arrive ou pas? Et c'est aussi là, l'une des difficultés de l'adaptation, c'est que c'est ultra dur de mesurer est-ce qu'on est adapté ou pas. Il faut choisir des indicateurs. Est-ce que combien de personnes sont menacées? Ça peut être un indicateur. Combien de personnes sont exposées, sont vulnérables? Quel est le coût si on fait rien? Ça peut être des indicateurs, mais il faut les déterminer. Et en comparaison, l'atténuation, c'est juste, je mets des guillemets, mais c'est juste dire, on émet tant de gaz à effet de serre, on doit passer à tant de gaz à effet de serre, on doit réduire ça. Alors que l'adaptation, les indicateurs, c'est vraiment un vaste problème. Il y a un programme de 2 ans qui a été mis en place à la COP26, c'est le Glasgow Sharm el-Sheikh World Programme, qui avait comme objectif d'opérationnaliser ça, le GGA, donc le rendre concret. Et donc, ce qui a été décidé, c'est de créer un cadre de travail. Ils appellent ça un framework. En fait, c'est comme les objectifs de développement durable, c'est-à-dire avoir des objectifs clairs et avoir des indicateurs clairs et ensuite mener nos actions en fonction de ces objectifs-là. Donc là, à la COP28, les indicateurs ont été choisis et on repart sur un programme de travail de 2 ans. Non, les objectifs ont été choisis et on repart sur 2 ans de travail pour déterminer les indicateurs. Là, je vous ai mis les objectifs qui ont été choisis, mais ça pose plein de questions. En fait, c'est ultra dur de mesurer l'adaptation à l'échelle mondiale, sachant que pas tous les pays n'ont pas à faire face aux mêmes aléas, n'ont pas la même exposition, n'ont pas la même vulnérabilité. On voit bien, rien qu'en France, on a à faire face à plein d'aléas différents et que c'est ultra dur de mesurer l'adaptation en France. Alors, à l'échelle mondiale, on n'imagine même pas le problème. Autre chose en matière d'adaptation, en fait, il faut savoir que dans les COP, il y a plein d'items de négociation sur l'adaptation. Là, on a vu le Glasgow Sharm el-Sheikh World Programme, c'est une salle de négociation dédiée à l'adaptation, mais il y en a plein d'autres. Mais en réalité, toutes ces salles de négociation, ce qu'il y a derrière, l'enjeu ultime, c'est vraiment l'argent. On l'a vu avec l'Adaptation Gap Report, il nous manque plein de sous. C'est une grosse question, c'est hyper important. Pour rappel, il y a un objectif qui a été défini en 2010 de dire on va mobiliser 100 milliards de dollars chaque année entre 2020 et 2025, donc pendant 6 ans. Si on regarde à quoi ils ressemblent ces 100 milliards, en réalité, on n'y est pas du tout, première chose. On était plutôt sur de l'ordre de 70-80 milliards de dollars. Et si on regarde la répartition, en réalité, il y a seulement un tiers de ces même pas 100 milliards de dollars qui sont destinés à l'adaptation. Et donc là, on est encore sur cette dynamique de l'adaptation, c'est le parent pauvre du changement climatique et on a un énorme problème de financement de l'adaptation.
Euh, donc voilà, et c'est pour ça qu'à la COP26, il a été décidé de doubler le financement pour l'adaptation d'ici 2025. Bon, ça a été décidé. En réalité, c'est très peu discuté et pour l'instant, les États évitent un peu soigneusement de discuter de ça parce qu'en fait, personne n'a trop envie de financer l'adaptation. On reviendra après pourquoi, parce qu'en fait, personne n'a envie de financer ça. Et on passe à la France. Et donc, petite question pour vous. En France, on s'adapte à quoi? C'est quoi notre trajectoire? Est-ce que vous avez une idée? Ok, pas forcément. Ok. En France, notre grosse trajectoire en ce moment, c'est de s'adapter à une France qui serait réchauffée à plus 4 degrés. Pourquoi plus 4 degrés? On le sait, le réchauffement n'est pas pareil partout dans le monde. Et donc là, on parle vraiment de quand la France se réchauffera à plus 4 degrés. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Juste pour mettre un peu en regard avec ce qui a été décidé à l'échelle internationale. Plus 4 degrés, ça correspond à une hausse de la température au niveau mondial dans le cas où tous les gouvernements respectent leurs engagements les plus ambitieux. Donc, ça correspond à une température de 2,6 degrés. Donc, on n'est même pas sur une histoire de qui respecte les 2 degrés ou quoi que ce soit. C'est comme si on était sur 2,6 degrés, ce qui donne plus 4 degrés. Alors, en réalité, à l'échelle mondiale, on est plutôt sur une trajectoire de plus 3 degrés. Donc, a priori, en France, on va se réchauffer de plus que 4 degrés. Donc, quand on parle de plus 4 degrés en France, ça peut sembler énorme, mais en réalité, c'est s'adapter à un scénario qui est déjà très, très optimiste. Mais si on le met en regard avec les années d'avant, il y a quelques années encore, en France, on s'adaptait seulement à plus de degrés, donc il y a déjà un progrès qui a été fait. Mais on va pas se mentir, en France, on est très, très, très en retard là-dessus. Il y a vraiment énormément de travail à faire. C'est assez terrifiant. Pour s'adapter, on a ce que l'on appelle les PNAC, les plans nationaux d'adaptation au changement climatique. C'est l'équivalent de la SNBC, donc de la stratégie nationale bas carbone, donc pour l'atténuation. Là, c'est la couverture du PNAC 2 que j'ai mis en image. Et en fait, il faut savoir que pour l'instant, on est un peu en stand-by parce que le PNAC 3, donc le tout dernier plan national, doit sortir en 2024, à l'été 2024. Donc là, le gouvernement est en train de travailler là-dessus. Il y a quelques réunions qui ont été organisées, mais on n'a pas tant d'informations à propos de ça. On sait juste que aujourd'hui, la France a décidé de s'adapter à plus 4 degrés. C'est déjà chouette, mais c'est pas. Est-ce que c'est suffisant? C'est des questions en fait sociales auxquelles il faut répondre parce que finalement, on ne sait pas exactement à combien on va réchauffer, à combien on va se réchauffer. Donc, est-ce qu'on prend le meilleur scénario ou alors est-ce qu'on prend le pire scénario? Mais si on prend le pire scénario, c'est plein d'investissements qui seront peut-être pas utiles. On peut peut-être pas se permettre autant d'investissements. Donc, en somme, ça pose plein de questions et il est urgent d'y répondre et ça pose plein de questions de on a une quantité d'argent qui est limitée. Est-ce qu'on va déjà l'investir pour les écoles, pour assurer la santé de nos enfants? Ou est-ce qu'on va d'abord investir dans les hôpitaux? Ou est-ce qu'on fait un petit peu tout en même temps? Mais globalement, c'est beaucoup de rénovation des bâtiments. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça pose plein de questions. Juste pour parler un petit peu en termes de sous, aujourd'hui, on estime qu'il y a 50 milliards d'euros d'investissements publics qui sont faits sans qu'on prenne en compte l'adaptation au changement climatique. C'est absolument dramatique. On a besoin que tous les investissements prennent en compte ça. On peut pas continuer à financer des lycées avec des verrières où il va faire 50 degrés en juin. On peut pas continuer à financer des hôpitaux qui sont mal isolés ou quoi que ce soit. Tous les investissements doivent prendre en compte l'adaptation, ce qui n'est absolument pas le cas en ce moment. Et on estime que par an, il nous fallait au minimum 2,3 milliards d'euros pour financer l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est une étude de 2022 par I4CE. Peut-être que ça a été revu à la hausse ou à la baisse depuis, mais globalement, c'est notre ordre de grandeur.
Donc, globalement, en France, il nous manque plein de sous pour nous adapter. On est très en retard et c'est très problématique. On espère que la PNAC 3 va un peu accélérer les choses et que on avance dans la bonne direction. Mais voilà. Et pourquoi est-ce qu'en fait, on a autant de mal à financer l'adaptation? Il y a deux raisons, principalement. Déjà, on est d'accord, on a du mal à financer l'atténuation. Mais l'adaptation, c'est encore pire parce qu'en fait, ça repose pas du tout sur le même modèle économique que l'atténuation. L'atténuation, un investisseur ou une investisseuse, elle va pouvoir se dire, bah, ok, je vais avoir un intérêt direct, ça va me rapporter de l'argent. Alors que financer l'adaptation, c'est éviter des coûts potentiels. Et en fait, enfin, globalement, dans notre logique capitaliste, etc., dans notre logique du marché, financer des coûts potentiels qui arriveront plus tard, personne n'a envie de faire ça, va pas y avoir d'intérêt réellement derrière. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que, on l'a dit, quand on finance un truc, ça a des conséquences très locales. C'est-à-dire que si on finance la rénovation d'une école, en vrai, c'est génial. Enfin, on permet à plein d'enfants d'étudier dans des conditions qui soient correctes d'un point de vue sanitaire. Mais le financeur, lui, a priori, ou la financeuse, elle va avoir aucun intérêt direct à ça. Alors que si on veut mettre des sous dans la transition, si on le met dans l'atténuation, on réduit les émissions de gaz à effet de serre, on réduit le réchauffement climatique, ça a forcément un intérêt direct pour les investisseurs, investisseuses. Et c'est un peu cracra de penser comme ça, mais c'est la réalité. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi, en fait, l'adaptation est si peu financée. Et donc voilà, on en arrive à la conclusion. Les grandes idées qu'il faut retenir, que j'ai essayé de marquer avec des petites ampoules au fur et à mesure de la présentation, c'est que on est dans une fenêtre temporelle qui va permettre la résilience ou non. Il faut agir et vraiment tout de suite. Il faut passer par de nouveaux imaginaires, par de nouveaux récits, c'est essentiel. Il faut financer l'adaptation, c'est absolument urgent. Et l'adaptation au changement climatique, elle pose de nombreuses questions auxquelles il est absolument urgent, pareil, de répondre. Il y a un peu le mot urgent partout, il me semble, mais c'est pas grave. Et on met souvent cette phrase de l'adaptation, c'est l'adaptation et l'atténuation couplées ensemble, c'est éviter l'ingérable. Donc on va limiter nos gaz à effet de serre pour pas avoir une situation complètement catastrophique. Et l'adaptation, ça va être gérer l'inévitable. Bon, dans tous les cas, on sait qu'on va se réchauffer de temps. Il faut qu'on fasse ça à ça. Il faut qu'on fasse face à ça. Oui, il faut faire face à ça. Et voilà. J'ai mis des petites ressources. Si vous voulez aller plus loin à l'échelle internationale, il y a du coup les Adaptation Gap Report qui sont très chouettes. Il y a un rapport 25 ans d'adaptation sur la CNUC qui permet de reprendre tous les thèmes de négociation sur l'adaptation. Et pareil, le Pocket Guide qui permet de reprendre toute l'histoire de l'adaptation sous la CNUC. Et ça, c'est à l'échelle internationale et à l'échelle française et surtout France métropolitaine, parce qu'il y a un gros biais là-dessus et j'en suis désolée. Il y a les ateliers de l'adaptation au changement climatique qui sont vraiment chouettes, que vraiment je vous recommande. C'est une sorte de fresque un peu particulière qui est vraiment très très bien. Il y a le rapport Paris 50 degrés pour les Parisiens, Parisiennes, et je vous ai mis le lien du podcast si vous n'avez pas envie de lire le rapport comme moi. Il y a une conférence sur l'adaptation au changement climatique dans les territoires par France Territoire que vraiment je vous recommande, qui réunit le ministre de la Transition, donc il y avait Christophe Béchu, il y avait le président de l'ADN, et ensuite il y avait la présidente de la région de Bourgogne-Franche-Comté et des maires de collectivités locales, et qui permet de voir concrètement qu'est-ce que ça pose comme question. Ça dure 1 heure, il me semble, mais elle vaut vraiment, vraiment le coup. Et ensuite, il y a plein de ressources très chouettes sur le monde. Ils ont notamment fait, donc je vous en parlais tout à l'heure, une série de ressources sur l'adaptation avec plein de sujets sur l'assurance, sur la forêt, sur les écoles, sur les chaleurs urbaines, sur la Bretagne, etc. Et pareil, le podcast Chaleur humaine en parle beaucoup. Et en personnalité à suivre, il y a notamment Alexandre Florentin, qui est justement celui qui a écrit le rapport Paris 50 degrés, qui en parle énormément. Et voilà, c'était tout pour la présentation. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant.
Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des interrogations, si vous avez des trucs que vous avez en tête ou des ressentis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en faire part vraiment. Et même si vous avez des retours sur la formation, je suis très preneuse. Voilà. Merci beaucoup, c'était trop cool. J'ai appris plein de choses et je trouvais que tu as réussi à mettre du dynamisme et tout, c'était super. Et j'avais une question par rapport à euh, l'exemple qu'on a vu de méta-billets. Ouais. Est-ce qu'on connaît des exemples euh, de stations de ski ou même à plus grande échelle où il y a eu des vrais lobbies industriels qui ont été impliqués et on a quand même réussi à avoir une adaptation par la suite? Ou est-ce que pour l'instant les exemples d'adaptation, c'est principalement dans des petites collectivités ou dans des structures dans lesquelles on arrive à mettre en place des systèmes démocratiques, par exemple, ou des choses comme ça? Euh, alors, sur, en tout cas, je sais par exemple dans la conférence dont je vous ai parlé, où il y avait tous les représentants des collectivités territoriales, en fait, les maires de ville ou alors les maires de village disaient que ils avaient envie de s'adapter, il y avait une vraie volonté de le faire, mais qu'il y avait un vrai problème de temps, c'est-à-dire que chaque démarche pour construire de nouvelles infrastructures, pour faire des rénovations, bah, en fait, le projet en lui-même prend 10 ans et qu'aujourd'hui, on a un vrai problème là-dessus, c'est est-ce qu'on peut se permettre à faire 10 ans d'administratif pour des projets qui sont urgents, mais d'un autre côté, est-ce que l'État devrait pas avoir un rôle supplémentaire et encore plus intervenir pour être sûr justement que ça se fait et qu'il n'y a pas des lobbies qui interviennent? Donc ça, c'est un des gros problèmes de l'adaptation en termes pratiques, cette divergence des temps entre le temps nécessaire pour faire les choses dans les règles de l'art et l'intervention de l'État qui est nécessaire pour que ce soit bien fait, qu'on fasse pas n'importe quoi, que tout le monde le fasse. Et d'un autre côté, le besoin d'agir urgemment qui nécessiterait d'enlever un peu les verrous de l'État et d'agir plus vite. Et en termes de lobby industriel, je pense pas avoir d'exemple. En tout cas, sur l'exemple des stations de ski, si tu regardes les sites internet des principales stations de ski, elles sont toutes à fond dans le speed descent, dans la sensation, dans la vitesse. Et il n'y a aucun mot sur l'adaptation. C'est très terrifiant. Euh, Après, il y a aussi pas mal d'exemples. Là, on parle d'une station qui a fait la transition, mais on n'a pas parlé de stations qui ont tout simplement dû fermer parce que c'était plus viable. Mhm. C'est une sorte de transition aussi pas souhaitable, mais qui arrive. Et voilà. Je sais pas si ça répond entièrement à ta question, mais j'ai pas Si, d'exemple si, en si, carrément. particulier. Ouais, non, non. Ok, Très bien. Merci. trop chouette. Avec plaisir. Je sais pas s'il y a d'autres questions ou si on peut souhaiter un bon dimanche. Oui, Moi, j'ai une question sur la maladaptation. Enfin, déjà, merci beaucoup, c'est super intéressant. Surtout enfin, tout ce qui était ouais, les stratégies d'adaptation et métabie, enfin, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas comment ça se passait. C'est trop bien. C'est, est-ce que dans les critères de maladaptation, il y a aussi le fait de créer de nouveaux risques? Enfin, je pensais par exemple aux murs qu'on construit pour éviter les inondations. En fait, s'il y a des trous dedans, je sais que ça peut juste créer des nouveaux risques et en fait faire en fait, rendre les risques plus importants parce que moins progressifs, du coup, la montée des eaux, enfin, s'il y a des inondations, elle va être d'un coup, ça va casser et ça va inonder beaucoup plus que si on sent le truc monter. Du coup, je me demandais si c'est pris en compte dans il y a une catégorie, je me suis dit si c'était pris en compte. C'était dans l'accroissement des vulnérabilités, enfin ouais. transfert des Je vulnérabilités. pense que ça rentrerait dans deux catégories. Ça rentrerait soit dans la catégorie erreur de calibrage et dans la Ok. catégorie transfert de vulnérabilité. Et là, en l'occurrence, ce serait un transfert de vulnérabilité dans le temps. Parce que, certes, ce serait pas récurrent, ce serait pas fréquent, mais ce serait un transfert de vulnérabilité à un moment T. Et notre aléa serait modifié, on viendrait à modifier la nature même de notre aléa, que ce serait une inondation beaucoup plus importante. Plus des morceaux de béton, genre, en, Ouais, lâchés dans la ville. Enfin, le de tsunami, risques auxquels on pense finalement. pas, mais juste un peu Oui, des trucs oui, là. oui.
Ok, du coup, un transfert de vulnérabilité dans le temps. Ok, trop bien. C'est vrai que oui. Enfin, trop bien. Horrible, mais intéressant à réfléchir. Merci. T'inquiète pas. Eh ben, trop cool. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos questions. Trop chouette. Et si vous en avez plus tard, n'hésitez pas. Si vous intéresse de vous renseigner là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à qu'on se renseigne ensemble. Il y a un groupe de travail adaptation à l'échelle internationale pour suivre les négos internationales sur l'adaptation qui est très peu actif et très vide. Donc vraiment, n'hésitez pas à participer. Et oui. Et encore une question, est-ce qu'il y a des groupes qui pensent à changer enfin, avoir des systèmes économiques, enfin, je pense notamment à l'assurance, que du coup, notre modèle d'assurance, il ne marche plus trop, enfin, il va plus trop permettre de couvrir ça. Est-ce qu'il y a des réflexions locales un peu avec des systèmes parallèles d'assurance et d'entraide en mode, je sais pas, juste des gens qui mettent en commun pour se dire si jamais ça casse ou on a une tempête, on s'organise comme ça. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent à ce genre de structure-là un peu pour anticiper et pas uniquement compter sur la solidarité au moment où ça se produit, mais avant. C'est une bonne question. C'est un peu flou. Honnêtement, je sais pas. Je sais que la question qui se pose beaucoup plus, c'est il va falloir que l'État prenne part en fait à l'assurance et que ce soit plus quelque chose de privé parce qu'on a besoin en fait d'avoir un soutien sûr et qui soit garanti par l'État. Et la deuxième chose, c'est que les assureurs, eux, ce qu'ils font en fait de plus en plus pour essayer de pallier à ça, c'est que les bénéfices qu'ils font avec l'assurance aujourd'hui, ils l'investissent dans la décarbonation pour justement limiter les conséquences et donc limiter les aléas. Je sais pas, j'imagine qu'ils doivent investir dans l'adaptation, ça me semblerait très logique aussi, mais il y a ces dynamiques-là actuellement. Ok, et est-ce qu'il y a des idées de genre de sécu de l'adaptation? Genre la sécurité Non. sociale de... Enfin, ouais, un truc plus... Ok. J'en ai pas entendu parler, mais en vrai, ça peut être grave intéressant. Je sais pas, faudrait que je me renseigne sur la question des assureurs plus en détail, mais c'est une bonne question, je ne sais pas, et ce serait trop chouette. C'était déjà très détaillé, merci. C'est juste... je me demandais. Ok, merci. T'as mentionné qu'il y avait un canal pour parler de l'adaptation au niveau des instances internationales. J'ai pas trop compris. Oui, Qu'est-ce que t'as dit? alors c'est pas un canal, mais je sais pas à quel point on t'a expliqué comment on fonctionne au niveau négo international, mais si jamais ça t'intéresse, en gros, on a une communauté WhatsApp avec donc les gens de Jack, mais aussi avec les autres assos qui vont régulièrement en COP et qui sont investis sur ces questions-là. Et donc c'est une communauté WhatsApp et ensuite on a plein de groupes de travail que tu peux rejoindre avec des items de négociation qui t'intéressent plus ou moins. Et donc ensuite ces groupes de travail-là, ils t'offrent un espace pour te renseigner sur tel rapport, pour dire ah regardez j'ai vu ça, voilà mes prises de notes, regardez les prises de notes des autres personnes. C'est plus ou moins actif. Mais si jamais ça t'intéresse, on peut complètement t'ajouter. Et il y a les questions d'adaptation, d'atténuation, il y a la science dans les COP, il y a l'agriculture, la biodiversité, enfin il y a toutes ces questions-là. Les pertes et dommages, la finance dans les COP, etc. Mhm. Et voilà, Et globalement, comment après, on fonctionne. parce que je suppose que si je rejoins ces groupes, il faut que je sois active un minimum, mais si j'ai pas d'expertise sur aucun de ces sujets, est-ce Franchement, que c'est un problème ou pas? alors je sais pas comment ça se passe dans les autres groupes, mais en tout cas dans le groupe adaptation, moi j'avais fait une fiche de par où commencer avant de se renseigner, etc. Avec un peu les documents de base à lire, les renseignements, et pour les personnes qui arrivaient sur le groupe de travail et qui voulaient vraiment s'investir, bah, on prenait le temps de faire une visio et d'expliquer un petit peu les grands mécanismes. Et dans les autres groupes de travail, Mhm. si tu demandes à quelqu'un, il te dira ça aussi. Enfin, je pense et j'espère aussi. Mais je ne peux pas survendre les groupes de travail, ils sont plus ou moins actifs. Je sais qu'on a un peu du mal dans le groupe adaptation, mais voilà. Ok, trop cool. Et alors, ouais, comment est-ce que c'est possible de rejoindre ces groupes de travail WhatsApp? Euh,
Si tu m'envoies ton numéro, normalement, je dois pouvoir t'ajouter sur le Ok. groupe. Faut que je vérifie, mais normalement, je crois que tout le monde est admin et tout le monde peut le faire. Oui, normalement, je Je crois peux. que dans le canal international, pôle international, normalement, en description, je crois que j'avais mis le lien pour Ok. rejoindre la conversation. Et je suis Ok, en je train d'essayer de regarderai. faire un document avec tous les canaux qu'on peut rejoindre. Genre, par exemple, il y a Gibbon aussi sur Telegram, qui est le réseau, enfin la branche française du réseau de jeunes sur la biodiversité et comme Global Biodiversity Network. Donc, normalement, un petit Mhm. document synthétique et en plus de Super. préparation. Voilà. Merci. Impec. Ok, trop cool.